Bon, Méline, bienvenue. Ça me fait plaisir de t'avoir sur Endorphine aujourd'hui. On va parler un petit peu de tes expériences récentes, de ton marathon qui était il y a 3-4 semaines maintenant. Ouais, c'est ça. Ça passe assez vite en même temps, mais bon, je profite quand même. Ça va, tu te sens récupéré, t'as bien récupéré, reposé? Physiquement, oui, ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait une dizaine de jours sans course à pied. Et après, j'ai repris très progressivement avec une semaine à 30 km, 70. Puis là, je suis dans une plus grosse semaine. Ok, quand même. Mais mentalement, là, je suis encore un peu... je suis pas fatiguée mentalement, mais j'ai encore pas mal de petites sollicitations. Mais j'ai repris en même temps le travail, donc je cours un peu partout déjà. Mais en même temps, c'est cool Notamment d'avoir des aujourd'hui. On est sollicitations. samedi, il y a eu la semaine de travail, il y a l'entraînement. Ouais, on a profité pour faire un petit tour sur l'île avant de venir, donc non, c'est cool. Oui, parce qu'on est avec Charlotte, ta meilleure amie, que tu vas pacer demain sur le 10 km. Ouais, c'est ça, rôle C'est de cool. lièvre. J'ai pas l'habitude, mais en même temps, ça va être cool. Autre expérience, mais pour le faire assez régulièrement, je trouve ça assez. C'est d'autres émotions, mais c'est très très cool Ouais, et aussi. puis à domicile, franchement, c'est cool. J'avais fait le 5 km l'année dernière, mais là, ça va être sympa. Et puis du coup, ça fait un petit week-end lillois à passer ensemble aussi. Bon, du coup, ce marathon, 2h24-12, record de France. Je l'ai regardé un petit peu sur le papier, des splits 17 minutes au 5 km avec une régularité qu'on rêverait tous sur un marathon. Alors, si on le regarde sur le papier comme ça, on peut se dire, ah bah, course parfaite, tout est nickel. Je suis à peu près sûr que dans ta tête, c'est pas exactement comme ça que tu le résumerais. Ouais, Mais, tout à fait. mais je pense que tu visais pas beaucoup mieux que ça. De toute façon, vu que tu étais parti pile sur ce rythme. Ah ouais, non, clairement, je visais même pas à ça, hein. On est parti un petit peu plus vite que ce qu'on avait prévu, mais c'est pas grand-chose, c'était 1 ou 2 secondes au kilomètre. Et au semi, je me disais, pourvu que je le paye pas, quoi, pourvu que ça tienne. Et ça a tenu, j'ai juste eu un petit... alors c'est pas un coup de mou, mais c'est au 31e, mon lièvre il m'a lâché alors qu'il devait aller jusqu'au bout. Et Ah, là j'ai eu un petit coup, déjà un coup au moral, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il s'arrête? Et je regarde mon manager et il me dit non, il va revenir. Et il est pas revenu, donc pendant 4-5 km, j'ai eu un... en fait, c'est là que je me dis vraiment que le mental joue un rôle hyper important, c'est que je me suis dit, je vais pas y arriver, il me reste 10 km, ça devient trop dur, c'est mort. Et c'est devenu hyper dur au niveau des jambes. Pendant 4-5 km, j'étais en détresse. Et puis après, on revient un peu dans la ville, à la place d'Espagne, etc. Je ouais. vois mes parents, mon père qui court à côté de moi, stressé, je le vois bien. Et puis, il y a Riyad en vélo, mon manager, qui me dit « Non, mais t'es toujours sur record de France ?» Et en fait, je me suis dit « Mais non, mais là, tu vas pas craquer maintenant, il reste 20 minutes, tes parents ont fait le déplacement, tu t'es entraîné pendant des mois, vas-y, quoi. » Et je suis repartie sur l'allure, mais il y a un petit 5 km où on voit que j'ai perdu peut-être Ouais, un petit 3 peu. secondes, 2-3 secondes au kilomètre. Donc ouais, mais au final, ça s'est bien fini. C'est là où on voit que le marathon, enfin toutes les courses en général, des fois, hein, il suffit d'un tout petit détail Ouais, pour sortir de sa course. carrément. Et c'est rare au final qu'on n'ait pas un moment, de toute façon, où on ne sort pas, même temporairement. Bon là, ça se voit quand même très très peu au chrono, donc on va dire que Tout ça a était été bien géré. parfait, sauf ce 5 km là, mais après, je reviens sur l'allure, donc c'est le principal. Et on va dire que dans la journée parfaite absolue, ça aurait été sub 2h24, mais il n'y a pas grand chose non C'est plus. ça, je pense qu'il y avait moins de 2h24 si le lièvre m'emmenait jusqu'au bout, parce qu'au moment où il me lâche, en plus, on vient de doubler un groupe, et c'est un boulevard devant, il n'y a personne, et je me dis, ok. Mais petit à petit, j'ai réussi à rattraper les gars à 100 mètres devant, mais ça a pris quelques kilomètres, quoi. J'ai dit là, c'est comme à l'entraînement, je suis tout seul, toute Mais je me seule, suis il faut que vraiment j'y dit aille. ça, ouais, je me suis dit, mais c'est pareil qu'à l'entraînement, avec du monde autour de toi, quoi, avec du public, t'as l'habitude, donc vas-y. Et je pense que le fait de m'entraîner toute seule, ça m'a bien aidé là sur cette fin de course. Bon, bah c'est cool en tout cas. Là, on est passé un petit peu sur ton marathon parce que c'est vraiment le moment clé de ces dernières semaines. Si je reviens un petit peu en arrière, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui nous regardent avec tes mots et voilà, ouais. Oui, pas de souci. Donc moi c'est Méline, j'ai 25 ans, bientôt 26 même.
Alors, je cours depuis l'âge de 9 ans. Depuis l'âge de 9 ans, je crois, à peu près. J'ai commencé presque en même temps que Charlotte. On se connaît depuis très longtemps, donc j'ai commencé presque en même temps, un peu comme ça, par hasard. Et j'ai vite accroché, puisque je suis toujours en train de courir à 25 ans. Alors, j'habite à côté de Lille depuis 5 ans. Je suis originaire des Ardennes. Et en parallèle de mon côté sportif, je travaille aussi chez Decathlon en tant que data analyst depuis 2 ans et demi. Voilà. Mais sinon, j'ai 2 chats. Team chat, ça, on avait validé avant, c'est bon. Si vous n'êtes pas team chat, vous ne pouvez pas venir sur le podcast, c'est pas possible. Partez. Travail chez Decathlon, du coup, est-ce que tu es en horaire adapté ou tu es sur un format salarié classique 35 Alors j'ai eu le format classique pendant 1 an et là depuis un peu plus d'1 an, depuis janvier de l'année dernière, je travaille à 40%, ce qui m'a bien changé la vie. On va pas se mentir parce qu'avant vraiment c'était hyper chaud de tout mener en travaillant. J'étais pas vraiment à temps plein, mais on va dire j'arrivais un peu plus tard le matin et je repartais un peu plus tôt le soir. Mais c'était un arrangement avec mon responsable. Après, là, depuis janvier dernier, c'est vraiment une convention signée avec Decathlon et mon club qui me libère 60% de mon temps. Et peut-être que dans les prochains mois, je vais réussir à me libérer 100% de mon temps. Donc là, je suis en train d'essayer. J'aimerais bien tenter l'aventure athlète pro à 100%. Quand je vois ce que ça donne sur 1 mois et demi de stage, je me dis ça pourrait être cool de tenter. Et puis franchement, je me suis dit c'était pas mal quand même. J'ai bien aimé être 100% athlète pendant 1 mois et demi. Donc là, je vais essayer de vivre le truc à fond quelques années. J'aimerais bien. Puis là, dans les prochains mois, il y a quand même une belle échéance qui se profile. Ouais. Donc c'est le moment aussi de se dire pour la vivre à fond. C'est ça. Je me dis si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Alors, je m'arrête pas à Paris 2024. D'ailleurs, c'est toujours pas sûr que j'aille au jeu. C'est pas mentionné comme ça, parce que mais il y a quand même peu de chances que quelqu'un vienne, que t'aies 3 personnes qui viennent faire un sub 2h24 dans les prochaines semaines. Alors, le truc, c'est que si une seule personne fait un meilleur chrono que moi, j'irai pas au jeu parce qu'il y avait déjà 2 places de bloquées pour Mekdes et Mélodie. Donc, une seule personne suffit. Donc, je croise les doigts. Il reste encore Londres, Rotterdam. Je pense que ça va être les 2 marathons où 2-3 filles vont tenter. Oui. Manon, par exemple. Manon, Fadoua et Clémence, apparemment, le recourrait aussi. Bon. C'est quand même assez fou de se dire qu'il y a quelques années, le marathon en France, et encore plus chez les femmes, c'était le néant. Ouais, il y avait Christelle Donnet, et puis c'est tout. Mais ça commence un peu à dater quand même. Il y a eu une période après Christelle où c'était Clémence, avant ses 4 ans de suspension. Ouais, il y avait une fille, mais c'est tout. Mais oui, c'est même il y a... Alors là, on est au mois de mars, il y a 8 mois, on me disait ça. Enfin, j'aurais jamais imaginé autant de densité. Pour moi, quand je me suis dit, je vais tenter les minima, même rien qu'à Amsterdam en octobre dernier, si je faisais les minima, j'allais au jeu, c'était sûr. Et puis après, il y a eu Valence. Là, ça a changé un peu la donne et surtout la Fédé regrette aussi d'avoir bloqué ces 2 places fin janvier puisque au final si une fille me bat, j'ai le 2e meilleur chrono de tous les temps mais je vais pas au jeu quand même, donc c'est un peu dommage. Après c'est les règles. Ouais, en tout cas je trouve ça très bon pour le sport en général de voir que autant chez les hommes que chez les femmes, le marathon c'est plus je vais faire ça en 2e partie de carrière. Quand j'aurai 35 ans. J'ai regardé un peu, vous avez tous démarré autour des 23 ans. Manon, 23 ans là. Mehdi, si on regarde chez les hommes, il a démarré à 23 ans aussi avec un objectif marathon. Toi, ton premier, c'était le 24 décembre. 24, ouais. Ouais, mais bon, c'est dans les mêmes. C'est avant 25 ans, donc ça laisse de belles années pour prendre l'expérience de cette distance. Là, au bout de 2-3, je pense que toi, ça a bien démarré. On va dire que dès le premier, tu as dû te dire cette distance me convient bien. Ouais, non, franchement, déjà, en fait, ça faisait longtemps que je voulais faire du plus long, même du semi, depuis avant le confinement. J'avais préparé mon premier semi juste au moment où on était confinés. Je devais courir 2 semaines après le confinement, donc ça fait quand même 2-3 ans maintenant, 3 ans. Même plus. et après, avec le Covid et tout, ça a beaucoup retardé, mais je voulais faire du long depuis un moment. Si ça me plaisait, le semi, tenter le marathon, et les 2 m'ont plu. J'ai fait mon premier semi à Paris et je me suis dit, c'est trop bien la course sur route, les grosses courses comme ça, c'est trop cool. Et le marathon, je pense que c'est la distance
que je préfère. Ouais, du coup, si on regarde un petit peu, quand je dis que quand même, on va se dire que ça marche bien sur le marathon dès le début, un premier marathon à 2h30, sachant qu'à ce moment-là, tu avais un sub 1h12, mais 1h11 et des brouettes, donc c'était déjà une belle équivalence pour un premier. Puis ça descend à 2h20, sub 2h27, et là on est 2h24 bas, donc 6 minutes de gagné en 1 an et quelques mois. Donc ça a bien progressé aussi de ce côté-là. Donc d'une, ça a bien marché dès le premier, et après je pense qu'à l'entraînement, tu as dû sentir aussi que... Et puis tu le disais, tu t'es mis à 40%. Ouais. Il y a peut-être eu un gros chiffre de ce côté-là en termes de volume. Je ne sais pas sur l'entraînement, qu'est-ce que ça a pu changer? C'est peut-être plus l'aspect récup. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. C'est pas forcément, j'ai pas forcément augmenté beaucoup le kilométrage, mais par contre, j'avais plus de temps pour dormir, pour aller chez le kiné, pour me poser quoi en fait. Et du coup, j'étais plus reposée et plus performante après sur les entraînements. Mais entre Valence et Amsterdam, j'avais pas beaucoup augmenté le kilométrage, un petit peu. Et c'est vraiment là pour Séville où j'ai mis un petit cran au-dessus sur le kilométrage quand même en me disant je fais une prépa un peu plus longue avec des plus grosses semaines parce que là je veux tenter quand même quelque chose, c'est ma dernière chance donc je vais mettre toutes les chances de mon côté. Mais sinon, Valence, je fais une prépa sur 8 semaines avec une plus grosse semaine à 160 et Amsterdam, une prépa sur 9 semaines avec une semaine à 170, le reste à 140, 150. Donc ouais, non, c'est vraiment avoir le temps de dormir le matin et d'aller chez le kiné. Alors les siestes, c'est toujours pas ça, mais j'espère un jour me mettre aux siestes. Ouais, ça c'est soit on dort pas, mais il y a pas de... On choisit pas de s'endormir. En stage, au moins, je me pose, même si je dors pas, alors que chez moi, je veux toujours faire des choses. Mais... Ouais, le cerveau est posé, il n'y a pas de... Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de stress. On s'endort plus facilement aussi. Et on va pas se cacher que la récup, au final, c'est principalement sommeil, nutrition et stress. Enfin, gestion du stress, donc... Et puis avoir la tête au travail, même si j'ai pas un métier déjà physiquement fatigant, mais mentalement, ça fatigue aussi un petit peu, quoi, d'avoir des deadlines, devoir rendre des choses. Donc ouais, non, Clairement. Je reviens juste sur quelque chose que tu disais aussi, c'est comment on définit prépa marathon. Donc là, on parlait de 8-9 semaines. Ouais. C'est pas 8-9 semaines où tu arrives, c'est bon, je me suis pas entraîné avant. Tu as une partie générale de développement et après, c'est la partie purement spécifique marathon, là où il y a le gros volume. Puis, oui, j'ai une base. Je pars pas de rien, en tout cas, forcément, vu que je cours toute l'année, mais on va dire 8 semaines où là, je me dis, on commence l'entraînement marathon. Quoi. Ouais, celui qu'on peut pas faire toute l'année parce que... Non. Au bout des 8 semaines, c'est bon, là, c'est... Ouais, sinon, on devient fou déjà. Je repensais au final, en écrivant un peu mes notes, à la première fois où on s'est croisés. Donc c'était pour un tournage qu'on a été faire à Font-Romeu. Ouais. On est parti de Lille, on a failli jamais partir de Lille. Ouais, c'était... Oh, oui. On est arrivé à Toulouse à 2h du matin, on n'a pas dormi ou très peu avant de repartir. Ah non, c'était... Ouais. Un 24 heures que t'as pas envie de faire trop souvent quand t'es en prépa. Ah là, je le referai pas en prépa. Bon, en tout cas, là, je le faisais parce que c'était l'été et j'avais pas trop de trucs. Mais ouais, non, ce voyage, l'aller-retour jusqu'à Font-Romeu, c'était quelque chose. Hein. Mais c'était sympa. Et du coup, quand j'y repensais, ce que ça m'a fait dire, c'est que on avait sûrement un caractère assez similaire, plutôt introverti, parce qu'en fait, on a passé 24 heures ensemble et on n'a pas échangé grand-chose. Non, c'est parce qu'on ne se connaissait pas et du coup, Et en fait, c'est là aussi où je me suis dit, bon, il faut que je recontacte Méline. Mais la première approche qu'on a eue était... j'ai pu paraître dans mon monde, mais c'est... Ouais, on était avec Johan aussi. Et puis Johan qui est plutôt l'inverse. Extraverti, oui. Tu as Johan dans une discussion, tu es sûr de ne pas t'ennuyer. Ça, c'est très cool. Tu peux passer 4 heures avec lui. Il y aura toujours une anecdote à raconter. Donc, mais bon, je me suis dit, ok, on a sûrement des caractères assez similaires pour arriver à ça, parce que je ne t'avais pas pris pour quelqu'un qui n'a pas envie de parler, mais... Il faut être chacun dans un contexte. Oui, on était il y avait un petit projet. Qui nous met Il aurait fallu qu'il y ait une petite intro avant pour qu'on puisse échanger sur des trucs. Sur 24 heures en plus, même pas. Avec la fatigue qu'il y avait eu.
Ah, j'étais, ouais. C'était somnolent dans le transport avant d'y aller. En plus, j'ai pris des coups de soleil là-bas, mais terrible. J'avais cramé. C'est vrai que c'était une journée de tournage en plus où moi j'avais tourné 2-3 trucs, mais pour la team Keep Run, il y avait eu des photos pendant. Il y avait eu un petit paquet de lignes droites ce jour-là. C'était en juin, les premiers soleils en altitude. Franchement, j'ai cramé. J'ai souffert. Si on remonte encore un petit peu plus loin, à tes débuts en course à pied, tu l'as dit, c'était vers tes 9 ans. Est-ce que à ce moment-là, tu t'es dit « Ah, ça c'est mon sport », tout de suite, tu t'es dit « J'adore ». Parce que l'athlétisme, j'imagine qu'à cette époque-là, tu as fait un peu de tout. Ouais. Donc lancer du marteau. Non, j'ai fait le javelot avec mes gros bras. non, mais dès que j'ai commencé, j'ai adoré. À l'époque, je faisais le triathlon. Donc, je faisais lancer de javelot, 1000 mètres. Donc, déjà, je préférais le long. Je n'ai jamais fait de sprint. Et saut en longueur. Je n'étais pas mauvaise en saut en longueur, mais au bout de 2 ans, je me suis dit, ouais, non, je préfère courir quand même. Et sur 1000 mètres, j'étais pas mal. J'ai commencé à faire ce qu'on appelle les interrégionaux minimes, où j'avais fait un podium, je crois. Et puis, petit à petit, je suis passée sur du 3000 après en cadette, 5000, 10 000, et puis voilà, marathon. Donc la voie était toute tracée depuis le début, c'était ok, le demi-fond, c'était... le sprint, j'étais pas performante, mais en plus j'aimais pas. Moi j'aimais bien déjà le fait que l'effort dure un peu, et avoir le temps de batailler, etc. Et puis après, j'ai vite progressé aussi sur le long. Et forcément, on va là où on performe quand même le plus. Plus on performe, plus on prend de plaisir aussi. Donc non, ouais, j'ai toujours choisi le plus long possible. Et du coup, à cette époque-là, est-ce que tu étais déjà dans les classements plutôt bien et à sentir qu'il y avait du potentiel, ou c'était... c'est venu au fur et à mesure Alors ça s'est fait quand même au fur et à mesure, mais déjà en minime, j'étais dans les meilleurs de l'interrégion. J'avais fait les stages à l'époque, c'était Horizon 2020. Ça remonte maintenant, ça devait être en 2013 ou un truc comme ça. Donc non, j'avais quand même déjà des bons résultats. Après, j'ai toujours mis les études avant. Donc à l'époque, quand j'étais encore au lycée, ça allait, c'était pas très compliqué. Après, même quand j'étais en licence, en master, c'était mes études la priorité. Donc je m'entraînais moins que certaines de mes concurrentes. J'ai jamais doublé pendant mes études, par exemple. Mais j'arrivais quand même à faire des résultats. J'ai eu mes premières sélections sur les Europes de cross, etc. Donc je me disais, dans un coin de ma tête, il y avait déjà je finis mes études et je verrai après si je poursuis un peu le projet sportif. Mais du coup, ça s'est fait très progressivement. C'est vraiment à la fin de mes études où j'ai commencé à me dire, ok, là, je tente un peu de pouvoir doubler, de progresser, tenter un peu plus. C'est intéressant aussi parce qu'on voit qu'il y a différentes approches. Même pour les amateurs, c'est un peu pareil. Si on laisse les choses progresser tranquillement avec le temps, on a toujours quelque chose à rajouter, améliorer. Et au final, on peut... t'aurais pu être au top à 19 ans. Et après, ça ne veut pas dire que tu progresses plus, mais c'est un peu plus lent. Et enchaîner les titres à cet âge-là. Et toi, tu es arrivé progressivement. Et là, on arrive à 25 ans, 2h24 au marathon. Il n'y a pas qu'une stratégie. J'étais toujours un peu dans les, entre guillemets, outsiders. Par exemple, quand il y avait des crosses de sélection, des trucs comme ça, on annonçait les gros noms et on disait « Ah, il y a aussi Emeline ». Et donc, ça me plaisait de jamais être citée et d'être outsider, parce que forcément, c'est une position plus facile à gérer, entre guillemets. Il n'y a pas d'attente. Et du coup, ça m'allait. Et c'est vrai que quand je regarde maintenant un peu en arrière, il y a... plein de filles avec qui je courais, soit qui ont arrêté, soit qui... maintenant, je suis peut-être plus performante qu'elles, alors qu'avant, j'étais moins performante. Donc, moi, ça me va très bien d'avoir d'avoir eu cette progressivité. Et je me dis, si je continue, peut-être que ça va donner des choses encore plus sympas. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est aussi de voir que la progression, ça se voit sur le long terme, mais au final, le talent naturel est fondamental pour arriver au haut niveau. Mais il y a aussi le travail pendant X années. Oui. Et en fait, c'est les deux. C'est un talentueux tout court. Il va sûrement arrêter à un moment parce qu'il va se rendre compte qu'à un moment ça marche plus et il va se dire c'est moins drôle quand il faut travailler plus. Si contre perf, il va avoir tendance à plus vite abandonner. Et un bosseur tout court,
comme on dit, on ne change pas un âne en cheval de course. Je ne serai jamais un cheval de course. Quand même, et on est beaucoup dans ce cas-là. Mais, quand même un cheval qui court de plus en plus vite. Hein. Oui, mais on va dire que j'ai pas mal maximisé les choses. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi. C'est pas le but. Moi, tu en as déjà parlé un petit peu, mais sur comment tu as vécu cette dernière année et revenir un peu sur comment on est arrivé à ce marathon de Séville. Entre, c'est bon, j'ai fait Valence, j'ai fait mon premier marathon, je sais qu'il y a quelque chose. Comment tu l'as vécu, toi, à l'intérieur? Est-ce que ça a été du plaisir? Enfin, tu vois ce que je veux dire un peu dans... Ouais. Est-ce qu'on est capable d'être athlète de haut niveau et de vraiment kiffer l'entraînement et des gens qui sont en mode, moi je bosse, c'est mon boulot, je vais à l'usine à l'entraînement. Ouais. Il y a plusieurs types de... Ça va jamais être plaisir 100%. Quand tu vas courir en plein hiver sous la pluie et dans le vent, on le fait tous, on sait ce que c'est. Surtout dans le nord, là, c'est compliqué. Non, mais en fait, vraiment, Valence, mon premier marathon, du coup, décembre 2022, j'y allais vraiment pour découvrir, donc j'ai pris aucun risque, entre guillemets. Et la préparation, j'ai vraiment adoré. J'étais partie à Font-Romeu avec le groupe de Farouk, le groupe de Reims. Et bon, ma préparation n'a pas été très longue, mais j'étais avec eux là-bas et du coup, je m'étais entraînée presque jamais seule. Donc j'avais adoré la prépa, découvrir Font-Romeu, c'était ma première fois. Et le marathon s'est super bien passé. Donc je dirais que j'ai envie de recommencer. D'ailleurs, je voulais faire un second marathon en avril. Mais j'ai eu quelques petits soucis au pied, donc après c'était l'été, il n'y a plus de marathon. Donc je suis repartie que sur Amsterdam un peu plus tard quand même. Donc j'ai profité de mon été pour faire de la piste. Vraiment, je me suis pas pris la tête du tout. J'ai fait du 1500, enfin des distances où je suis pas hyper performante, mais où j'ai pris du plaisir. J'étais avec les amis sur la piste, etc. Et après, à la fin de l'été, donc j'ai fait les France Élites sur 5000, où je fais un podium, donc j'étais hyper contente. Là, je fais une petite coupure où je coupe l'athlé, je pars en vacances, la plage et tout. Et quand je suis revenue de vacances, j'ai dit bon, ok, là, je prépare Amsterdam. Je pars à Font-Romeu parce que j'avais adoré et je voulais absolument refaire une prépa là-bas. Et donc je pars un bon mois encore à Font-Romeu, préparer Amsterdam et après je finis la prépa à Lille. En fait, les 2 fois Valence à Amsterdam, j'ai fait un mois à Font-Romeu, un mois à la maison et ça marchait plutôt bien. Donc j'ai fait ça pour Amsterdam. Bon après, tout se passe bien sur la prépa, même si elle était encore un peu courte parce que petite coupure après les élites obligées à faire que 9 semaines, mais j'étais en forme et tout. Bon, malheureusement, la météo à Amsterdam n'a pas favorisé les choses et je loupe les minima. C'est pas ça, je fais Amsterdam cette année, je veux pas entendre. C'est qui tout double quoi. Non, en vrai, le pire, c'est que le lendemain de la course. Très près. 5 secondes, on y était. C'est ça. Franchement, avec une bonne. Peut-être un mal pour un bien à la fin. Ouais, c'est ce que je dis. C'est un mal pour un bien. D'avoir loupé ces minima, je dirais que dans ma tête, je me suis dit, je repars sur une prépa. J'ai plus le choix, il faut que je retente, sinon je vais regretter. Donc au final, quand les filles à Valence font leur super perf, moi j'étais déjà en plein dans ma prépa et bon, forcément, ça m'a mis un petit coup de les voir faire 2h25-50 pour les 2 pas sélectionnés, enfin la 3e et la 4e. Ça m'a mis un coup, mais j'étais déjà dans ma prépa, donc si j'avais fait les minima et que je m'étais fait doubler, ça aurait été plus dur. Mais bon, Amsterdam était très compliqué. Mais directement, je me suis dit, j'en refais un, c'est sûr. Je veux tenter jusqu'au bout. Et je savais que j'avais quand même le temps d'en préparer un. Je savais aussi qu'il y avait cette deadline de fin janvier où il y avait 2 places de bloquées. Donc j'ai cherché pendant longtemps, j'ai cherché un marathon en janvier. C'était Miami, Dubaï, Marrakech, trop exotique. Et puis ça faisait vraiment court, là. Ça faisait à peine 3 mois et demi. Donc j'ai dit, tant pis, je laisse tomber. Je courrai en février et puis on verra. Et donc, ça s'est enchaîné très vite entre Amsterdam et Séville, parce que j'ai fait un mois cool. Donc novembre cool, il restait décembre, janvier. Ouais, j'ai fait mi-octobre, mi-novembre cool. Après, fin novembre, je reprends quand même assez bien. Décembre, là, je commence à m'entraîner dur, mais ici, là, en fait, je pouvais pas aller à Font-Romeu. C'était ça le problème, décembre, janvier. Puis décembre 2023, automne 2023, il a été assez costaud. Ouais, non, décembre, ça devenait vraiment dur. Il y avait de la neige et tout, donc... Mais je voulais passer les fêtes en famille. Donc je me suis dit, tant pis, je fais un peu l'inverse. Je fais un mois ici et je pars un mois en stage.
Bon, alors je voulais aller en altitude, mais c'était que le Kenya presque Oui, comme faut remettre solution. en mois de janvier. Ouais, c'est pour skier quoi. Mais je sentais pas le Kenya en fait. Comme j'y suis jamais allée, je me suis dit c'est peut-être trop risqué pour une première fois. Donc je suis partie à Montegordo, parce que faut savoir que tu partais seule. Donc Montegordo, je connais bien, je connais les parcours, je savais que j'allais croiser d'autres Français. Donc je suis partie, pas en altitude, mais avec ma tente hypoxique. Ok. Et donc je dormais pendant un mois, j'ai dormi dans ma tente à Montegordo. Donc en altitude... De nuit. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelle... je sais plus le nom, mais tu dors en altitude, tu t'entraînes en plaine. Ouais. Ce qui se fait beaucoup dans le vélo au final aujourd'hui, de dire ils vont dormir en haut, ils vont s'entraîner pas forcément en haut, parce que c'est surtout de vivre en altitude qui est important. Donc la prépa était différente parce que quand tu t'entraînes en altitude, forcément tu es limité. Et tu sais que quand tu vas redescendre, tu vas aller plus vite. Là, je savais que quand je m'entraînais en plaine, ça allait être la même chose assez vite. Donc c'était un peu bizarre, mais franchement, pendant un mois et demi, tout s'est passé nickel. La météo était trop bien aussi. J'ai pas regretté d'être partie du Nord. Et je me suis entraînée quasi que toute seule. Mais tout s'est bien passé et j'ai fait quand même des grosses semaines. Là, c'était vraiment la prépa sur 11 semaines avec 3 semaines à 180 ou même un peu plus sur une des 3 semaines. Donc, la prépa a vraiment été longue et complète. Donc, je me disais, il n'y a plus qu'à maintenant à Séville. Et quand j'ai vu la météo aussi, parce que du coup, j'ai psychoté un peu sur la météo depuis Amsterdam. Et voilà, ça c'est... Séville, normalement, c'était quand même... C'est moins risqué. Ça peut être frais, mais un frais espagnol en plus qui est plutôt... C'était franchement nickel. On a démarré à 8 degrés, on a fini à 14. Grand soleil, pas trop de vent. On s'est rapproché de ce que les filles ont eu à Valence, du coup, donc c'était un peu équitable en termes de chrono. C'est ça, donc non, ça a été une année intense, surtout sur la deuxième partie d'année. Sinon, de janvier à... juillet, c'était plus courir pour le plaisir et faire un peu de piste pour profiter. Donc il y a du plaisir dans ton entraînement? Ah oui, s'il n'y a pas de plaisir, je pense que c'est vraiment compliqué de partir sur des prépas pareilles. Après, c'est vrai qu'une prépa marathon sur 2 mois et demi, quand tu es plus de la moitié seule au Portugal, sans tes proches, sans ton coach et tout, c'est pas tous les jours marrant, mais la météo m'a bien aidée à trouver ça plus cool. C'est sûr que si j'avais fait ici, j'aurais trouvé ça un peu moins drôle. Et après, c'est juste qu'il faut avoir l'habitude de souffrir un peu seul et de se dire, là, j'y vais et il n'y a personne qui m'attend. Mais ouais, moi, je prends beaucoup de plaisir, surtout sur les prépas marathons, à voir la progression de semaine en semaine, le cardio qui s'envole de moins en moins, etc. Non, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir sur cette prépa, même peut-être plus que sur la prépa Amsterdam au final, alors que j'étais plus seule. C'est quand même difficile. Je sais que ça peut être difficile à comprendre. Moi, ça me parle. Moi, j'adore les prépas marathons pour cet aspect-là aussi, de voir que les semaines augmentent, vont en volume, en difficulté, et au final, à la fin, moi, je trouve que les semaines les plus faciles, c'est potentiellement celles qui sont censées être les plus dures, parce qu'avec la forme... Ouais, tout s'enchaîne. Des fois, les premières semaines de prépa, elles sont plus dures juste parce qu'il n'y a pas le niveau de forme. Quand je suis arrivée au Portugal, j'ai fait une première séance spé marathon. J'ai souffert, j'étais au bout de ma vie. Et je me suis dit, non, mais j'arriverai jamais à refaire un marathon en 2h25, 2h25-30. Et puis c'est vrai qu'après, petit à petit, ton corps, en fait, il accepte tellement de charge d'entraînement, c'est un truc de fou. Et puis les sensations où quand tu te promènes à 3h40 où tu respires à peine, ça c'est trop bien. Ça dure jamais très longtemps, parce que de toute façon, on sait qu'on pourrait pas le faire durer, mais... Si j'avais une recette, je pourrais ne pas courir de compétition si j'étais capable d'avoir cette forme-là toute l'année et de juste se dire c'est hyper agréable. Non, c'est franchement, les gens comprennent pas forcément et pour eux, le prépa marathon, c'est de la torture pour pas mal, mais en fait, il faut savoir que on souffre pas. En fait, il y a plein de séances la plupart des séances, le but c'est pas de souffrir, c'est d'enchaîner les séances. On termine pas au sol, quoi. Donc c'est ça aussi qui est cool. C'est l'avantage de la prépa marathon, c'est que justement ça se joue aussi sur enchaîner et avoir le bon volume, les bonnes séances. Et en fait, il n'y a pas de truc... c'est plus hard en début de saison quand il faut aller se taper les séances de piste. Et en plus, quand il n'y a pas forcément la forme, de dire là, ok, on va travailler pour le marathon plus tard, mais là, c'est faut dans voir la à long tête, c'est un terme. peu plus...
faut voir à long terme. Mais non, moi j'adore les prépas marathons et je prends autant de plaisir dans la prépa que sur la course. Mais après, la course, c'est la cerise sur le gâteau, si ça se passe bien. Sinon, c'est vrai qu'on a l'impression de se dire j'ai fait tout ça pour rien, même si c'est jamais pour rien. Mais ouais. Mais je sais pas si tu l'as déjà vécu sur d'autres marathons, mais moi, le souvenir de mon dernier, c'était la prépa s'est bien passée, enfin, bof. Bref, la prépa était au bout et je m'attendais du coup à une course où ça déroule et ça n'a pas été. J'ai 2 expériences de marathon très différentes. C'est pour ça que le marathon, chaque course, je trouve, est un peu différente. J'en ai un l'année d'avant où de A à Z ça déroule, j'ai l'impression que c'est facile. Et l'année d'après, tu es au 25e, tu as les cuisses ruinées, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant, le chrono, j'ai pas perdu de temps sur la fin. Donc, je trouve le marathon, c'est aussi ça que j'aime bien, c'est que c'est une distance où il y a toujours des surprises. Que ça soit... c'est ça qui fait... En fait, moi, je suis pas du tout stressée sur les compétitions. Vraiment, je suis quelqu'un de pas du tout stressé. Et le marathon, c'est la seule discipline où j'ai ce stress, surtout la veille, parce que bon, sinon, c'est vrai, pendant la prépa, ça se passe bien. Mais la veille, quand tu te couches, je dis, bon, ok, c'est demain. Ça fait des mois que je me prépare et si je me loupe, j'en referai pas un la semaine d'après. Donc il y a cette adrénaline-là que sur le moment on déteste un peu, mais qu'au final, moi, une fois que le marathon est passé, je me dis mais je veux recommencer. Donc ouais, non, franchement, c'est aussi pour ça que j'aime le marathon, c'est que je ressens des trucs que je ressens pas en faisant même des championnats de France sur piste ou autre. Donc ouais, c'est... Toi, t'es team stress juste la veille du coup? Et avant, ça va plutôt bien Ouais, et encore, ce que je disais, c'est que à Séville, j'étais moins stressée qu'à Amsterdam. Et je pense que l'entourage joue aussi, parce qu'à Amsterdam, j'étais à l'hôtel des athlètes, avec quelques athlètes français et Riyad, du coup, mon manager. Mais j'étais seule, et du coup, j'avais plus de stress, alors que Séville, pour moi, l'enjeu était plus élevé, parce que c'était ma dernière chance. Mais il y avait mon copain qui était avec moi dans la chambre et qui a pu aller partout avec moi, même avec les athlètes élites, s'échauffer avec moi, il a réussi à passer. Et du coup, en fait, quand t'es pas tout seul, tu psychotes pas. Donc en vrai, je me suis dit, j'ai quasi pas stressé. J'étais dans ma bulle, mais vraiment en me disant, bon là, demain, t'y vas et tu regrettes rien, mais pas stressé. Ça, c'est cool. Prête aussi? Oui, je me sentais prête aussi. Prête, et la météo... tout était en mode, bon... S'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Le lièvre qui venait juste pour moi. Non, vraiment, j'étais excitée, entre guillemets, d'y aller. Et Amsterdam, j'étais un peu plus stressée. Et en me couchant le soir à Amsterdam, je me souviens que j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Alors que là, ça va. Ça a été. C'est l'expérience du marathon aussi qui, à force de te dire, bon, je l'ai déjà fait 1 fois, 2 fois, 3 fois maintenant. Mais il y a toujours cet inconnu quand même, on se dit est-ce que demain ça va bien se passer, je vais être dans un bon jour, peu importe la prépa, le marathon c'est un peu ingrat quand même. Alors déjà j'ai envie de dire de toute façon avant n'importe quelle course, bon il y a toujours une mini remise en question surtout le matin, en général c'est une fois que tu es vraiment devant le moment où c'est bon là faut y aller. Donc pendant le petit déj. Ouais, mais il y a aussi ce côté sur le marathon où bon là demain je fais un 10 km, je suis pas hyper préparé mais c'est pas très grave parce que au pire ça dure 10 km. Mais oui, c'est ça, marathon, en fait, ça va pas, c'est long. Tu dis le 10 km, même si je commence à souffrir au 5, ce qui est beaucoup trop tôt, il reste que 5 km, alors que le marathon, tu te dis, si au semi je suis mal, ça va être très très long, quoi. Donc ouais, il y a aussi cette longueur cette distance qui fait que le moindre petit truc qui se passe mal peut être multiplié par 10, quoi. Le marathon, au final, si tu commences à souffrir à 5 km de l'arrivée, c'est que ta course est parfaite. Est parfaite, ouais. Si tu souffres pas à ce moment-là, c'est que mince, j'en avais encore sous le pied aujourd'hui. Et encore, quand tu vois l'hécatombe que c'est sur les 5 derniers kilomètres, tu dis en vrai, je souffre pas. Quand tu vois les gens au sol, tu dis non, mais ça va, moi. C'est à ça que je me rattache en général sur les fins de course, de dire bon, lui, il a l'air vraiment d'aller moins bien que moi, donc. Moi, quand je rattrapais les gars et que je les voyais en PLS entre guillemets et que je les doublais, j'ai l'impression d'aller super vite alors que moi j'avais pas changé d'allure. Je disais oh mais toi t'es bien, vas-y. Non, ça c'est bien d'avoir autant de monde sur la course, quoi. Et du coup, je vais changer un petit peu, je vais aller sur un autre aspect sur. On en a parlé un petit peu, l'aspect plaisir versus souffrance versus difficulté qu'il peut y avoir, mais
Comment tu dirais que toi, la course, ça joue sur ta santé mentale, émotionnelle, positivement, négativement? Qu'est-ce que ça... Comment ça marche pour toi? Est-ce que la course te fait... si ça se passe bien dans la course, ça se passe bien dans le reste? Est-ce que tu sépares les choses? Comment tu... Je trouve que ça va, j'arrive à plutôt bien séparer. Après, l'athlé prend de plus en plus de place dans ma vie quand même. Donc, quand ça va pas côté athlé, je sais que je suis très chiante. Hein. je vois les choses de façon un peu plus pessimiste, etc. Mais j'arrive quand même à me dire ça reste que du sport. Et dans tous les cas, tu as ta vie à côté. Si tu arrêtes le sport, t'es pas plus rien, quoi. T'as ton travail, t'as tes amis, et ils seront toujours là, même si tu deviens complètement nul et que t'arrêtes. La vie s'arrête pas. Mais c'est vrai que en fait, on s'implique tellement que je pense que pour tout athlète de haut niveau, le fait que ça se passe bien ou mal côté athlète, ça joue sur le côté vie perso, ça joue sur l'humeur forcément. Après, je relativise de plus en plus, je pense, donc ça va. Et en début d'année dernière, j'étais blessée. Enfin, blessée entre guillemets, j'avais une inflammation au pied. Et en fait, j'ai plutôt bien vécu, ça s'est plutôt bien passé. Et souvent, je me rappelle, en 2021, du coup, quand j'ai enchaîné 2 fractures de fatigue coup sur coup et que j'ai pas couru pendant 6 mois. Et en fait, je pense que cette blessure-là, elle m'aide à relativiser plus sur le petit souci ou la course qui se passe mal. Je me dis souvent, mais soit je me dis, c'est pas grave, t'as loupé ta course, mais t'es en bonne santé, tu peux courir et ça ira mieux sur la prochaine. Ou une petite blessure, elle va vite passer. Donc, j'essaie de relativiser avec des petites choses comme ça, mais forcément, si ça se passe pas trop bien en athlé, ça joue un peu sur mon moral, quoi. Oui, mais ça, j'ai envie de dire classique, parce que même en tant qu'amateur, on a le réflexe, de toute façon, si on loupe une séance, que de pas relativiser tout de suite, de se dire juste, la séance c'était ça, je l'ai pas faite, c'est nul. Mais après, faut jamais. aussi... Ouais. Mais ça, c'est un peu comme le travail, hein. Si t'as un truc qui se passe mal au travail, ça joue sur ta vie perso quand tu rentres. C'est un peu la même chose là, mais il faut apprendre à aller de l'avant. Mais c'est bien de dire relativiser quel que soit le sujet, parce qu'au final, souvent ce qu'on analyse comme c'est nul sur le moment, si on se met un peu de recul dessus, l'impact, si on prend l'impact d'une séance sur une prépa, s'il y en a une qui est moins bien réussie, parce que souvent quand on dit louper, c'est pas non plus... Oui, on a souffert plus qu'on aurait pensé. C'est juste le coach a écrit cette séance-là, on veut faire exactement cette séance-là. Ouais. Et là, on est un peu trop fatigué aujourd'hui, quoi. Mais ça fait partie. Moi aussi, pour relativiser, je pense toujours il y a pire dans la... tu es en bonne santé, tout va bien dans ta vie, tes proches sont en bonne santé, tu as un travail et tout. Moi, ça m'aide à relativiser en me disant c'est que de l'athlé. Même si c'est... quand même une bonne partie de ma vie et de plus en plus, ça reste que de l'athlé, quoi. Pour toi, ça commence à prendre une part qui est quand même importante, mais c'est quand même la bonne manière de voir les choses, c'est de se dire... je pense qu'on ne se le dit pas assez, de se dire qu'on a de la chance de pouvoir courir. Mais justement, la chance, c'était la dernière semaine avant Séville. Forcément, c'est la semaine où tu fais plus grand-chose, donc le temps est un peu plus long, mais il y a mon copain qui m'a rejoint à Montegordo. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais tu te rends compte, il y a tellement de gens qui attendent ma course, si je me loupe et tout. J'étais pas stressée, mais je me rendais compte quand même de l'enjeu. Il me disait, mais moi j'aimerais bien avoir la chance que t'as d'essayer de me qualifier au jeu. Il dit, moi je j'irai jamais au jeu. Et j'ai dit, ouais, c'est vrai. En voyant les choses comme ça, c'est une chance. Est-ce que ça t'a amené un petit truc en plus, peut-être aussi de se dire, hey, c'est pas juste je m'améliore, je fais une course, mais il y a quand même le petit Jeux Olympiques dans la tête, ça apporte une petite motive en plus. Ouais, non, c'est clair que surtout les Jeux à Paris, j'ai vraiment envie d'y aller, rien que pour le fait que ma famille puisse me voir à des Jeux, parce que je me dis si jamais je me qualifie à Los Angeles, ça serait pas la même pour le déplacement. Donc non, les Jeux à la maison, c'est une motivation supplémentaire, c'est clair.
Même quand tu te lèves, tu as une grosse séance, tu te dis oui mais là c'est pour aller au jeu quand même, si ça marche. Je sais pourquoi je me lève, je sais pourquoi je fais ça. Ouais, c'est Bon, ça. En tous les cas, on espère t'y voir à Los Angeles aussi. Hein. Oui, Parce que j'espère. Avec à 25 ans, avec 2h24, encore de belles années à se dire qu'on peut aller. Oui, j'aurai aller 30 ans à Los Angeles, donc ça va. Un âge où il n'y a pas si longtemps, les gens n'avaient même pas encore testé le marathon. Ça, c'est clair. On va revenir un petit peu sur ton. Même sur ta vie qui est partagée encore entre athlète et travail, même si on a dit tout à l'heure que ça allait pouvoir évoluer peut-être un petit peu. Mais est-ce que tu ne penses pas que jusque-là, ça a été un avantage pour toi? Tu parlais d'équilibre aussi entre j'ai pas que ça, du coup, si ça va pas là, j'ai le travail où je peux aller me remettre un peu. Est-ce que ça n'a pas été un avantage pour toi jusqu'ici pour t'amener en fait à ce niveau-là sans peut-être un aspect solitude justement de l'athlète de haut niveau, de dire je vais pouvoir commencer à me mettre à 100% à un moment où j'ai déjà le niveau top, où je ne suis pas usé mentalement par ça? Non, c'est même avant que je travaille pendant mes études, je pense que c'était vraiment l'équilibre où si je faisais une mauvaise course, c'est pas grave, le lendemain j'étais en cours et personne ne savait que je courais de toute façon à la fac. Et inversement, si j'avais des mauvaises notes, j'allais me défouler à l'entraînement. Et le travail, c'était un peu à peu près pareil, même si maintenant mes collègues sont encore plus à fond derrière moi. J'ai plein de collègues, soit qui ne savaient pas que je courais, soit on ne parlait pas d'athlète. Et du coup, j'étais juste Méline qui travaillait chez Decathlon en tant que data analyst. Et si j'avais foiré ma course la veille, personne ne le savait ou tout le monde s'en foutait, quoi. Donc c'est clair que c'était un équilibre. Et pas mal de fois où ça m'a fait relativiser. Après, il y a des fois où j'ai un peu loupé aussi des courses parce que j'avais eu des partiels toute la semaine, parce que j'avais un peu plus travaillé. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Bon, là, je vais tenter peut-être plus d'être focus que athlée, mais je pense que maintenant, j'ai appris quand même à relativiser assez facilement. Donc, ça devrait quand même bien se passer, même si j'ai plus le côté travail pendant quelques temps. Encore une fois, il y a une progressivité sur tout ça. Et comme dans l'entraînement, du coup, 100%, et puis on réduit un peu, et puis il y a une logique qui t'y amène, et je trouve ça intéressant de le voir comme ça. Oui, je lâche pas tout d'un coup, je me dis pas je quitte mon travail pour tenter de faire les minima. Non, j'ai fait les minima, donc on va tenter un peu de continuer, mais c'est vrai que je quitte pas tout, quoi, c'est progressif. Et est-ce que tu penses que ça t'a même apporté quelque chose là, d'avoir cette expérience-là à côté, de faire autre chose qui en plus est dans le sport et dans une entreprise qui est très liée à ta passion aussi, donc c'est plutôt une... Ça m'a permis de vivre des choses aussi que j'aurais pas vécues, je pense. Par exemple, je suis aussi dans la team athlète de Decathlon. Ça m'a permis de rencontrer plein de sportifs d'autres sports, parce que souvent on n'est que dans son sport, on fait des stages avec des athlètes, etc. Là, j'ai rencontré des champions du monde d'escrime, de basket, de volley et tout. Donc ça, c'était trop cool. Et puis j'ai eu des opportunités aussi. Là, il y a quelques jours, j'étais à Paris... avec Decathlon pour le lancement de la nouvelle identité, nouveau logo, tout ça. Et je suis montée sur scène avec tous les dirigeants de Decathlon. J'ai dû parler en anglais, etc., devant des milliers de collaborateurs. Enfin, c'est des trucs que j'aurais pas fait sans avoir mon travail à côté et qui, je pense, me serviront même quand j'aurai arrêté l'athlète d'ailleurs. Prendre la parole en public, côtoyer des gens que j'aurais jamais côtoyés. J'étais avec Teddy Riner encore. Il y a pire. Franchement, je pense pas que j'aurais beaucoup côtoyé sinon. Et il est très très cool. Donc, ça m'a apporté. Et puis, je quitte pas vraiment mon travail. C'est un détachement. Donc, je sais que derrière, j'ai plus rien. Puis tu as l'avantage d'être dans un domaine où data analyst, il y a du travail. Ça devrait continuer d'être un besoin. Je préférerais rester chez Decathlon, mais s'il y a besoin, je pourrais trouver, je pense, quand même ailleurs. Ouais, c'est sûr. Du coup, si on vient un peu à ta pratique, quand tu cours, j'ai envie de dire, tu fais quoi? Est-ce que toi, t'aimes bien être dans ta tête, à profiter de ce qu'il y a autour? Est-ce que t'es team podcast, musique, tout le temps en groupe? Bon, on a compris que non, du coup. Non. Mais comment tu gères
l'entraînement dans la longueur aussi, parce que quand on fait des semaines à 170-180 km, bah, ça fait du 12 pas mal heures d'heures. d'entraînement, quelque chose comme ça, juste en course à pied. Mais il y a peut-être un peu de renfo à côté aussi. Ouais, le renfo, Donc, j'ai commencé justement après Amsterdam. J'ai Ok. pris un préparateur physique après Amsterdam et je fais maintenant 3 séances par semaine d'1 heure. Donc pendant le renfo, je suis team musique, podcast. Pendant la course, rien du tout. Ok, Jamais intéressant. rien, même si j'ai 2h30, je mets rien. Et que je sois seule ou pas. Après, c'est vrai que avant, je mettais un peu plus de musique, surtout quand je devais m'entraîner tôt le matin avant le travail, pour me motiver à sortir sous la pluie dans la nuit. Mais maintenant, non, ça va. Je préfère écouter un peu ce qui se passe autour et mes sensations. Donc, je suis team, je refais ma vie en courant et je pense à tout ce que j'ai à faire en rentrant. Mais bon, du coup, j'écoute musique et podcast quand même 3 heures semaine presque. Tu vois, je crois que tu viens de me faire comprendre pourquoi j'étais passé à Team Podcast. Parce qu'à une époque, je disais, ah non, moi j'écoute rien, j'adore juste vivre le moment. Ça dépend de l'endroit, Et non, mais même, des dunes, je courais moins. Donc Ouais. en fait, plus tu t'allonges, bah, plus ça, ok, tu le fais 5 heures dans la semaine, ça va. Si tu le fais 10, c'est peut-être des fois un peu plus long. Mais il y a aussi le fait que bah, l'entrepreneuriat, en fait, ça permet d'avoir un truc où de ne pas penser justement tout le temps à la même chose, même en courant, et d'écouter des gens parler. Moi, je suis team podcast, en courant, ça permet de s'échapper un peu de ça. Mais bref, là, il y a différents teams. Je sais qu'il y a Moi, des gens qui ne je suis peuvent la pas team, courir. je calcule mes allures, mes temps de passage, ou combien oui. combien de temps la séance va me prendre pour savoir à quelle heure je vais avoir fini. Enfin, il y a le côté maths là qui sort, mais ouais. Je partage ça. En course, je trouve qu'en course, ça occupe aussi. Ah oui, bah sur le marathon, et moi ça je fait calcule. passer le temps beaucoup plus vite d'être en mode alors là je suis là donc du coup ça donne ça. Ça fait 17. Bon, ça c'est la team ingénieur. Faut non, aimer un petit peu calculer dans sa tête. Ouais, mais moi j'adore ça, mais calcul mental, j'adorais ça quand j'étais petite et je crois que ça m'est resté un peu en courant. Je sais que quand je commence à plus réussir à bien compter, c'est que là c'est le moment où la lucidité. Si on est au 25e d'un marathon, que j'arrive plus à compter mes allures, c'est pas bon aussi. Sinon, je pense aussi beaucoup à ce que je vais cuisiner ou ce que je vais manger le soir. C'est vrai. C'est vrai que tu as un mal. compte aussi sur la. Bon, peut-être un peu moins fourni aujourd'hui. Je t'avoue que je le suis pas, mais. Non, je mets plus rien depuis. J'avais commencé pendant le Covid et j'ai arrêté un peu après le Covid. Mais je poste toujours mes petites stories recettes et si on me demande, je donne la recette. Mais moi, j'adore cuisiner, ouais, ça c'est sûr. Du coup, marathon versus courte distance. Bon, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Courte distance, c'est bien, mais c'est quand même bien mieux d'aller sur du plus long. Semi, t'es toujours... Bah là, du coup, il n'y en a pas eu ces derniers mois. Il y a eu l'été dernier. Si, j'ai fait le semi c'était en octobre, 1er octobre, à Riga. J'aime bien le semi, mais c'est pas du tout pareil que le marathon, quoi. On se sent plus vite fatigué, alors que le marathon, ça prend du temps avant qu'on sente la fatigue. Mais j'aime bien quand même le semi, et j'aimerais bien là en faire un peut-être au mois de mai. Parce qu'à Riga, en fait, j'avais pour consigne de pas tout donner, puisque j'avais le marathon 2 semaines après. Donc je suis restée un peu sur ma faim, même si j'ai fait un super chrono, j'arrive pas, je m'écroule pas du tout, quoi. Et j'aimerais bien passer sous les 1h10, à voir si l'entraînement se passe bien. Donc non, le semi, j'aime toujours bien, et puis ça change un peu. Et là, le 10 km aussi me donne envie, puisque mon record date de ma prépa pour Valence. Et j'ai fait donc du coup le record pendant cette prépa, et depuis, je n'ai jamais refait de 10 km rapide. Donc mon record sur 10 km est plus lent que mon temps de passage au semi. Donc là, je vais essayer d'en préparer un, peut-être les France de 10 km. Donc dans tous les cas, il devrait y avoir un record au 10 km sans trop de doute. Sinon là, je me pose des questions parce que sinon ou alors que j'étais malade. J'avais tenté d'en refaire un rapide, mais j'étais tombée malade le lendemain. Donc la veille, pendant la course, j'étais mal et je me disais mais pourquoi ? Et le lendemain, j'étais KO. Donc j'ai compris. Là, je vais essayer d'en préparer un. Du coup, là, prochain objectif, tu disais semi en avril. Est-ce que tu as d'autres choses qui sont dans les plans en attendant peut-être le mois d'août ? Ouais, bah les France de 10 km, j'aimerais bien si la forme monte assez vite. Donc mi-avril. Et le semi plutôt début mai ou mi-mai. Sachant qu'il y a un week-end interclub où je vais quand même y aller. Même si je le préparerai pas, peut-être faire le 3000. Mais c'est
Ouais, un 10 km, un semi. Bon, le 10 km, je crois que c'est le même week-end que Rotterdam. Donc, peut-être qu'à Rotterdam, je serais fixée si je vais au jeu ou pas. Et là, je me projetterai sur plus long terme. Pour l'instant, je vois que jusqu'au mois de avril-mai. C'est bien aussi de pas voir trop loin en attendant. Oui, c'est loin à la fin de l'année. On est qu'en mars, c'est clair. Du coup, là, on parle... tu as 25 ans, 26 ? Bientôt 26 en juin. Ok, on n'est pas loin. Pas loin. J'ai noté 97 pas dans ma trop tête. me vieillir, 25, c'est déjà pas mal. Ouais. Ça passe vite. Et est-ce que tu as une idée après de... Qu'est-ce que pourrait être ton objectif dans le futur? Vers quoi tu... Est-ce qu'il y a des choses qui te tentent ou est-ce que c'est vraiment j'ai trouvé le marathon et j'ai envie d'aller le plus loin possible sur cette distance? Je pense que même jusque 2028, jusqu'au jeu, ça va être mon objectif d'aller aux Jeux sur marathon. Que j'aille à Paris ou pas, Los Angeles, je pense que je voudrais aussi les faire sur marathon. Après, en termes de chrono sur marathon, je me mets pas de limite, mais bon, je sais qu'il y a encore de quoi faire pour descendre le chrono. Après, bon, je pense que je vais essayer d'améliorer aussi mes chronos sur des plus courtes distances parce que je pense que ça m'aidera dans tous les cas sur marathon. Mais mon objectif de carrière, c'est sur marathon, ça c'est clair. Okay. Avec d'autres courses, d'autres objectifs annexes. En tout cas, je vais y aller progressivement sur marathon. Là, 2 en 4 mois, c'était beaucoup et je ferai pas ça tous les ans. C'était pour tenter Paris quand même, les Jeux à Paris. Mais après, si j'en fais un par an, ça sera déjà bien et on verra bien comment ça se passe, quoi. De toute façon, oui, en effet, là, il y a besoin d'aller tirer un peu tes chronos du rapide, parce que 2h24, ça fait 2 fois 1h12. Ouais. Ton record au semi, il est encore 1h11 aujourd'hui 1h10-30 à Riga. Ouais, donc c'est quand même assez proche. Ouais. Donc après, pour descendre le chrono sur marathon, dans tous les cas, il va falloir aussi... Même sur 10 km, 33 minutes 28, c'est sûr qu'il va descendre cette année, mais j'aimerais bien me rapprocher le plus possible des 32 minutes. 32 flat. Ouais, après, si plus tard, j'arrive à passer sous les 32 minutes, ça serait génial, mais c'est pas ma spécialité, donc on verra bien. Parce que 33-28, j'en suis pas loin, alors que je suis pas à 2h24 sur marathon, donc c'est sûr qu'il y a de la marge. Je crois que j'ai fait 33-0 à Riga, entre le 5 et le 15, donc ça me laisse... J'ai envie de dire c'est mon record, 33-0, mais non. Ok. Dernière petite question que j'ai envie de te poser, c'est si tu devais donner un conseil aux coureurs en général qui nous regardent, toi, quelque chose qui te permet d'avancer et que tu trouves important, que tout le monde pourrait avoir, même un amateur qui va en bénéficier parce que au final on fait le même sport. Il y a plus de volume, il y a plus d'implication, mais au global ça reste un sport que tout le monde, on est tous sur une ligne de départ. C'est ce que je trouve fun aussi de la course à pied, c'est quel que soit le niveau, on est tous on part du même endroit, on arrive au même endroit. Surtout la course sur route, je trouve que c'est ça réunit tous les gens. Là demain, le 10 km de Lille, 10 km semi et tout ça, mais t'as tout niveau, mais c'est trop cool, c'est comme une fête en fait. Et j'adore. Après, donner un conseil, je sais pas si c'est pour des marathoniens ou pour tout coureur, mais... En général, je dirais. Mais moi, le plus important, c'est vraiment de prendre du plaisir, même s'il y a des entraînements, c'est dur, etc. C'est de prendre du plaisir et de voir ce que ça nous apporte, même dans la vie de tous les jours. Moi, je sais que quand je cours pas, je me sens pas bien. C'est pas que je me sens pas bien, mais au quotidien... je suis plus tendue, je m'énerve plus vite, etc. Donc pour moi, la course à pied, ça me défoule. Et donc c'est de prendre du plaisir. Et après, s'il y a des objectifs, c'est d'y aller très progressivement, d'être assez régulier. Et même si ça paye pas du premier coup, il y a toujours un moment où ça paye. Moi, j'ai jamais été la meilleure, entre guillemets, pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, j'ai le record de France. Donc, faut toujours se dire, il y a un moment où le travail paye. Et jamais lâcher. Être patient, prendre patient. Du plaisir, parce qu'au final, si on veut durer sur le long terme, il faut que ça soit plaisant. J'aime bien. Je valide totalement ça. Donc, merci beaucoup, Méline. On te souhaite le meilleur pour cette année. Et voilà. Oui, merci. Le mot de la fin. Non, bonne course à nous demain. Ouais, et bonne course à tous les 3, parce que du coup, il y a un record demain qui est à battre pour Charlotte. À la prochaine, les amis.